Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de la LPCX Paris. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, la LPCX Paris a été créée en 2013 sous forme de meet-up mensuel autour du produit. C'est maintenant plus de 70 meet-up organisés avec plus d'une centaine d'intervenants et deux conférences majeures. D'une part, la ProductConf Paris organisée tous les ans et depuis l'année dernière, la ProductConf à Madrid. Donc bien évidemment, depuis le début du confinement, on s'est bien organisé sous forme de webinars pour continuer à vous retrouver tous les mois. Aujourd'hui, nous avons bien évidemment la chance de recevoir Emma et Olivier de chez Médecins Direct. Ils seront interviewés pendant une quarantaine de minutes par Amandine. Vous, tout au long de cette interview, vous avez la possibilité de réagir dans l'onglet chat, de poser vos questions dans l'onglet questions, mais également d'y voter pour la question que vous voulez absolument voir posée à la fin de cette interview. Donc à la fin du meet-up, on se retrouvera tous ensemble pour essayer d'y répondre avec Emma et Olivier. Je vous souhaite à tous donc un excellent meet-up. Amandine, je te laisse la main. Merci Samy. Bonsoir Olivier, bonsoir Emma, j'espère que vous allez bien. Salut Amandine. Alors pour faire les présentations assez rapidement, j'espère que vous nous entendez bien tous. N'hésitez pas à nous le faire remarquer si besoin. Donc Emma, tu es actuellement Lead Product Manager chez Médecins Direct. Ça fait à peu près une année que tu as rejoint les équipes et auparavant tu étais au sein des équipes de Sarenza et encore avant de Wicard. Et également donc, nous avons Olivier qui est Product Manager depuis un petit peu plus d'un an et demi maintenant et qui auparavant était chez Foodcherry. Alors ce soir, pendant environ une trentaine de minutes, on va revenir sur la mise en place de la roadmap chez Médecins Direct, comprendre comment ça s'est passé et comment ça se passe encore aujourd'hui, découvrir un petit peu plus la culture produit en passant par les OKR, par la vision, par l'organisation des équipes et puis aussi quelques souvenirs de leur début. N'hésitez pas, comme l'a dit Samy, à nous poser des questions sur l'onglet questions, également à poser toutes vos remarques, vos commentaires sur l'onglet chat. Et puis, on vous partagera sans doute également des petits pour vous donner plus d'informations sur certains sujets. Donc, n'hésitez pas à aller les voir après le meet-up. C'est parti. Rentrons dans le vif du sujet, mais peut-être avant ça, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas Médecins Direct. Emma, est-ce que tu peux nous rappeler ce que permet de faire aujourd'hui Médecins Direct ? Bonjour Amandine et bonjour à tous. Et merci pour votre présence ce soir. On est vraiment ravis avec Olivier de vous faire partager un peu de notre expérience. Alors, pour répondre à ta question, Médecins Direct, on se définit vraiment comme une clinique en ligne. Donc, on permet à nos utilisateurs de consulter une équipe médicale qui est composée d'infirmiers, de médecins généralistes et de médecins spécialistes, le tout 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Notre business model, c'est ce qu'on appelle du B2B2C, parce qu'en fait, le client de Médecins Direct, ce sont nos mutuelles partenaires qui prennent en charge le service de consultation à distance pour leurs bénéficiaires. Et leurs bénéficiaires, du coup, ce sont nos utilisateurs finaux. Donc, les patients qui consultent ne payent pas le service. En fait, c'est pris en charge totalement par leur mutuelle. Pour vous donner un ordre de grandeur, on touche à peu près plus de 14 millions de bénéficiaires via notre réseau de mutuelles partenaires. Donc, voilà pour ce qu'on fait. Et l'équipe Platypus nous intéressait aujourd'hui, qui est composée de 10 développeurs, 2 QA, 2 designers, 2 data et 3 PM. Et on s'appuie, comme je vous le disais, sur une équipe médicale d'environ 50 personnes avec infirmiers, médecins G et médecins spé. Voilà pour ce qu'on fait. Ok. Merci pour cette présentation et également la composition des équipes. J'imagine qu'à votre arrivée, ça devait être un peu différent. Comment justement étaient organisées les équipes et est-ce qu'il y a certains détails qui vous a marqué dans cette composition ? Effectivement, on a pas mal évolué. Je suis arrivé il y a 1 an et demi. On avait vraiment 2 équipes, la tech d'un côté et le produit de l'autre. Et du coup, on communiquait vraiment trop peu et on n'arrivait pas à travailler main dans la main. Donc, on avait un peu un manque de cette alchimie tech-produit.
Donc, on a cherché à construire une seule et même équipe avec des PM et des devs qui travaillent sur une même plateforme. Et pour te donner une idée, Amandine, moi, quand je suis arrivé, les deux équipes n'étaient même pas dans le même bureau. Donc, on a même cherché, ne serait-ce qu'à se rapprocher physiquement déjà dans un premier temps pour favoriser un peu cette cohésion et avoir ce travail ensemble qui débute. Ok. Et toi, Emma, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Ouais, en fait, donc moi je suis arrivée à peu près 6 mois après Olivier, et c'est ce que je vais vous dire, c'est dans la continuité, mais on avait encore trois problèmes principaux dans l'organisation. Alors déjà, on commençait à monter une équipe tech produit, comme le disait Olivier, mais la data était encore assez éloignée de cette équipe. Donc voilà, un des obstacles, c'était comment rapprocher l'équipe data de l'équipe plateforme. D'accord. D'autre part, on avait l'équipe commençait à grossir. Donc, comme je vous disais, 10 développeurs, ça commence à faire une belle équipe. Et on avait des soucis un peu dans la coordination quotidienne du travail. Parce que, clairement, bosser à 10 devs sur un seul et même environnement, il y a même des rituels assez simples comme un daily. Comment faire un daily à 10 personnes? Enfin, c'est quand même costaud. Et enfin, on avait un autre souci dans l'organisation. On avait des stakeholders qui étaient assez éloignés de l'équipe tech produit. Et Est-ce que tu nous entends toujours, Emma? Ouais, je vous entends très bien. Je crois que ma vidéo s'est coupée un peu pour la connexion, mais je vous entends très bien. Parfait. Nous aussi, on t'entend. Vous en étiez resté où? Au niveau de la coordination, du coup, c'est vrai qu'à 10, c'était un petit peu compliqué, tu me disais, notamment au niveau des délits. C'est vrai que ça peut être un peu beaucoup pour faire passer la parole. Ok, ok, super, merci. Du coup, il y a une partie que vous n'avez pas dû entendre, mais on avait aussi besoin de collaborer beaucoup plus avec nos stakeholders, et notamment dans la construction de la roadmap, parce qu'ils restaient très éloignés de ces sujets-là. Ok, ça marche. Et alors justement, concernant la mise en place de cette roadmap, initialement, comment ça se décrivait? Est-ce qu'il y avait déjà des process qui rythmaient le quotidien, des équipes? Alors au global, comme je te le disais, on avait assez peu de concertation avec les stakeholders sur la roadmap. En fait, notre roadmap, c'était un petit peu, elle récapitulait ce qu'on appelait un peu la dette fonctionnelle de médecin direct. Donc en fait, les grandes fonctionnalités qu'on avait identifiées comme standards du marché et qui nous semblaient manquer à médecin direct, ainsi qu'un peu une liste de souhaits de fonctionnalités, un petit peu en mode boîte à idées de toutes les demandes faites par les différents stakeholders. Il n'y avait pas vraiment de priorisation structurée de la roadmap. Donc ça, c'est pour le côté vraiment global. Si je fais un focus plus tech produit, comment est-ce qu'on gérait la roadmap? Ce qui ressort, selon moi, c'est vraiment que la roadmap était quasiment uniquement à la main du produit. Il y avait peu de contributions de la team tech sur la roadmap. Et en fait, la conséquence, c'est qu'on avait un peu deux roadmaps parallèles, si tu veux. La roadmap tech et la roadmap produit. Donc, c'était pas optimal. Et au-delà de ça, en fait, concrètement, la roadmap faisait assez peu partie de notre vie quotidienne et on avait un tableau Trello qu'on avait appelé roadmap. On savait que ça existait, on pouvait le consulter, mais voilà, c'était pas vraiment une démarche active dans le quotidien des équipes. Ok. Bon, ça me donne un peu l'impression que ça fonctionnait pas. Est-ce que c'est le cas? Ouais, on peut dire qu'on avait une marge de progression. Si je devais résumer, je dirais que le problème principal, c'est que les développeurs arrivaient trop tard dans le process de conception. Concrètement, en fait, ils arrivaient au moment où on chiffrait les tâches.
Donc, on disait, voilà, ça va prendre, c'est tel degré de complexité, etc. Donc, en fait, de façon assez logique, la conception, elle était beaucoup moins pertinente. Et puis, ça générait beaucoup de frustration des deux côtés. D'une part, pour le PM, dont le travail était remis en question au moment du chiffrage, donc finalement assez tard, un peu trop tard. Et la tech qui, de façon légitime, ressentait une frustration de ne pas être au cœur de la conception des fonctionnalités. Donc voilà, et puis d'un point de vue global, on avait un peu une organisation médecin direct qui manquait d'une roadmap consistante, avec de la vision partagée et compris de l'ensemble des équipes. D'accord. Alors, pour pallier à ces éléments assez négatifs, qu'est-ce que vous avez mis en place pour pallier à ces aspects? On peut sortir deux gros chantiers. Le premier, ça a été de réorganiser l'équipe et le second, ça a été de construire une roadmap. Donc, pour se focus un petit peu sur la réorganisation de l'équipe, on a essayé de sortir de cette vision verticale en passant en squad, en fait, où on a créé des équipes pluridisciplinaires avec des PM, des devs, des designers, des QA, des data scientists, qui sont autonomes et qui sont surtout en relation directe avec les stakeholders. Une fois qu'on a composé ces équipes, on a cherché aussi à en définir des périmètres sur lesquels ces équipes pouvaient agir. Alors nous, ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisateur va avoir trois grands temps dans son expérience chez nous. Il va y avoir un temps avant la consultation en elle-même qui est un deuxième temps, et enfin un troisième temps qui est l'après la consultation. Du coup, on a décidé de définir un premier périmètre qui est le avant et le après la consulte, et un deuxième périmètre qui est vraiment le cœur de l'échange entre le patient et le médecin. Et une fois qu'on a réussi à créer ces équipes, à leur attribuer des périmètres sur lesquels ils peuvent agir, l'idée, ça a été de construire justement une roadmap. Ok. C'est notre deuxième chantier, du coup. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, du coup? Oui. Alors, déjà, d'un point de vue très global, on a cherché à définir une vision stratégique dans laquelle le user était vraiment au centre, que ce soit notre utilisateur final ou nos stakeholders. Ensuite, on a cherché à un petit peu processer l'idée de construction de roadmap en partant de Product Kickoff Roadmap, pardon. L'idée, c'est de se réunir autour d'une table et de lister un peu les idées de chacun parce qu'on est plusieurs métiers ensemble autour d'une table, on est avec nos stakeholders. Donc, c'est vraiment d'être ouvert et de simplement lister nos idées. Ensuite, on va les centraliser et un peu définir des problématiques que l'on va commencer à prioriser. Et enfin, un point qui est important chez nous, c'est la communication, comment s'aligner avec les stakeholders et s'assurer que déjà, ils sont en accord avec ce que l'on va faire, avec notre feuille de route, et aussi être à leur écoute. Et en fait, l'idée aussi, c'est un peu de mettre au placard cette excuse, entre guillemets, de dette fonctionnelle à rattraper qui ne nécessite pas de creuser une roadmap dont parlait Emma tout à l'heure. Ok. Et du coup, aujourd'hui, comment ça se passe plus précisément? Alors déjà, si on part de l'origine, il est clair que le contexte global est donné par le comité de direction. En fait, c'est lui qui nous donne les grandes orientations, la vision macro, les directions stratégiques. Et cette vision, les équipes se l'approprient. Donc les squads dont vous parlez, Olivier, elles s'approprient la vision et elles sont responsables de mettre en place leur propre feuille de route au trimestre pour atteindre cette vision. Donc en fait, la métaphore, c'est un peu le cadre, c'est la vision qui est donnée par le comité de direction et les équipes sont autonomes dans ce cadre pour créer leur propre feuille de route. Bien évidemment, il y a une session de validation de la feuille de route entre les équipes et la direction, parce qu'il faut s'assurer que on est bien tous sur la même longueur d'onde, que on avance tous dans le même sens. Donc on s'aligne. Et à ce moment-là, on a notre plan d'action pour le trimestre à venir. C'est malgré tout, donc voilà, il y a une phase de construction au début du trimestre. Malgré tout, il faut garder une notion vraiment, et c'est important, de flexibilité sur cette feuille de route. C'est pas parce qu'on l'a définie en amont qu'elle doit pas bouger pendant le trimestre. Et c'est important parce que sinon, on prend le risque de passer à côté d'opportunités, par exemple, business super importantes.
Par exemple, le trimestre dernier, on n'avait pas du tout prévu de traduire le site de Médecins Directs en espagnol et en portugais. C'était vraiment pas prévu. Pour autant, on a signé un contrat avec une mutuelle qui nous permettait d'assurer des bénéficiaires en Espagne et au Portugal. Le contrat était important, ça nous ouvrait des perspectives. Bon, bah, bien évidemment, on n'est pas resté figé sur la feuille de route initiale, on a repriorisé et on a traduit le site assez rapidement. Donc voilà, c'est un petit peu les grands principes, la philosophie de comment est-ce qu'on construit une roadmap chez Médecins Directs. Mais je pense que c'est aussi intéressant qu'Olivier vous explique un peu plus dans le détail et concrètement comment on s'y prend. Alors concrètement, on va avoir 6 temps dans la construction de notre roadmap. Le premier, il est simple, il consiste à collecter les besoins des utilisateurs et de nos stakeholders. Le second temps va consister à rentrer dans une phase de discovery de ces besoins en les creusant et en les qualifiant, en délimitant un petit peu le cadre de ces besoins-là. Ensuite, on va chercher à en définir une problématique et la valider. Une fois que cette problématique est scopée, on va vraiment la formaliser. Alors l'idée, c'est pas de chercher à être hyper littéraire, mais juste expliciter un peu la notion que l'on souhaite attaquer. Donc une fois que ce formalisme est passé, on va l'affecter à une de nos squads, donc dans un des périmètres dont je parlais tout à l'heure. Et une fois que cette affectation à une équipe est faite, on va rentrer dans une phase où on va donner une temporalité à cet item. Alors nous, niveau temporalité, on travaille au quarter, mais avec une petite spécificité. On va avoir 3 échelles. La première, ça va être le now, c'est le trimestre actuel que l'on est en train de shipper. Le deuxième, ça va être le next, c'est le trimestre d'après. Et enfin, le later, qui est un indice un petit peu plus large, qui comporte en fait les 6 derniers mois de l'année. Du coup, on a une visibilité sur vraiment 12 mois sur une feuille de route initiale. Ok, très, très clair. Je vais revenir aux stakeholders. Emma, tu les évoquais au tout début de ton intervention et on a pas mal de questions sur les stakeholders. Comment vous faites pour vous aligner avec eux? Ouais, c'est comme on le disait au début, c'est vraiment important. L'enjeu d'alignement est vraiment, vraiment crucial pour nous. Et je dirais que il y a 2 niveaux pour moi d'alignement. Alors, il y a les stakeholders vraiment très proches de nous, donc typiquement les médecins. C'est des stakeholders avec lesquels on travaille côte à côte de façon quotidienne. Avec eux, on fait vraiment une revue extrêmement régulière de la roadmap, quasiment chaque semaine, pour s'assurer d'une part qu'elle est complète, d'autre part que les priorités sont dans le bon ordre. Et on reste bien évidemment à l'affût de toutes nouvelles opportunités, nouveaux besoins. Donc pour vraiment s'assurer qu'avec eux, l'alignement est total, on a décidé de partager l'outil avec eux. Donc nous, on construit notre roadmap sur un outil qui s'appelle Airtable. Et vraiment, on a voulu que nos stakeholders proches utilisent le même outil que nous. Donc ils ont les mêmes accès, ils le consultent aussi et voilà, ils sont onboardés parfaitement sur l'outil. Donc ça, c'est vraiment pour les stakeholders très proches du produit et de la tech. On a des stakeholders un peu plus éloignés, plus stratégiques. Nous, en l'occurrence, c'est notre comité de direction. Eux, ils ont aussi besoin d'avoir une vision sur notre roadmap, mais avec un peu moins de granularité, avec un peu moins de niveau de détail. Du coup, pour eux, on travaille une présentation qu'on fait chaque trimestre, dans laquelle on prend un peu de recul et de hauteur et on leur donne les 3-4 fonctionnalités principales par équipe, par trimestre. Et on leur donne aussi une vision sur le trimestre suivant et les 6 mois d'après pour qu'ils aient vraiment une vision court terme, moyen terme, quel est le focus des équipes. Donc voilà, on a une seule roadmap. En revanche, on adapte nos outils de communication en fonction de nos interlocuteurs. Très clair. J'espère que ça répond à ta question, Laetitia. Vous avez été 5 à voter, donc je pense que tu as parfaitement répondu, Emma. Je vais revenir également sur un élément que tu as évoqué tout à l'heure, Emma, c'est la vision. Est-ce que toi, vous faites une différence avec la vision qui est portée par l'entreprise? Et est-ce que tu peux nous dire qui la porte chez Médecins Directs?
Alors oui, effectivement, c'est une question intéressante et pour nous, c'est important de bien dire que la vision et la roadmap, c'est deux choses différentes. Euh, à mon sens, la vision, c'est quelque chose de bien plus large. La vision, c'est comment Médecins Directs se positionne vis-à-vis de ses concurrents, comment est-ce qu'on gagne de l'argent, comment notre business model va être amené à évoluer, comment la législation aussi va évoluer. Et en l'occurrence, en médecine et en santé, c'est un point qui est crucial. C'est un peu, si tu veux, à 1, 2, allez, 3 ans, qui sera médecin direct, quel rôle on veut jouer et à quels besoins on répondra. Alors que la roadmap, c'est beaucoup plus moyen terme. Et puis c'est plutôt le plan d'action qu'on va mettre en place pour atteindre la vision. La vision, c'est plus porté par le comité de direction, la roadmap plus par la tech et le produit. Très clair, merci beaucoup. Et si on revient peut-être sur les sujets, comment vous faites pour les prioriser au fil de l'eau, par trimestre, par semaine, au cours de l'année? On a deux outils principaux qui nous servent à prioriser. Okay. Le premier, ça va être le RISE Score et le deuxième, on va utiliser des OKR. Le RISE Score, on va l'utiliser pour objectiver un peu la priorisation de la roadmap et de sortir vraiment de la simple intuition que l'on a de vouloir aborder ce sujet sur telle période. Alors, le RISE Score, en fait, c'est un agrégat de 4 indices, le reach, l'impact, la confidence et l'effort. En gros, le reach, on va chercher à comprendre quelle part d'utilisateur on va toucher en abordant cette problématique. C'est juste un indice un peu de volume. L'impact, c'est, OK, maintenant qu'on a le volume qui est défini, on va chercher à mettre un indice sur comment on va impacter en fait l'expérience utilisateur ou la plateforme en elle-même en cherchant à répondre à cette problématique. La confidence, c'est quel est le degré de confiance en notre capacité à répondre justement à cette problématique. Et enfin, l'effort, ça va être une estimation un petit peu macro de la complexité à laquelle nous pensons faire face pour répondre à la problématique. Donc, nous, chaque item dans la roadmap est ricé et en fonction de l'agrégation de ces 4 indices-là. Côté OKR, donc c'est Objectives Key Results. Là, on cherche à vraiment s'assurer qu'on embarque des fonctionnalités qui répondent à des objectifs de trimestre et on va aussi chercher à avoir un outil qui nous permet de mesurer un petit peu le succès ou non de réponse à une de nos problématiques de la roadmap. Plus concrètement, chaque ligne de notre roadmap est rattachée à un objectif stratégique de la boîte, puis on va set up des key results, donc des KPI qui vont nous permettre un petit peu de traquer le taux d'accomplissement de notre réponse à tel ou tel item au fil du trimestre. Ok, très clair. Alors, je vais profiter du fait que tu aies parlé de différents outils pour vous préciser que dans le chat, alors le lien est mort, on va vous remettre le bon lien. Et on va vous mettre aussi le lien du dernier webinaire qui a eu lieu ce midi par certains de nos collègues chez TIGA qui était justement sur le sujet des OKR. Donc n'hésitez pas si vous voulez avoir plus d'informations. Alors Olivier, pour rester justement sur cette mise en place des OKR, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez réussi à mettre en place cette démarche au sein des équipes? Parce que généralement, c'est pas super simple. Ouais, c'est vrai que souvent les OKR n'ont pas forcément la réputation d'être simples à mettre en place. Nous, on a cherché vraiment, déjà dans un premier temps, on a essayé de désacraliser tout ça en faisant une première session off-site. Donc, c'est vraiment le lancement de notre setup des OKR. On en profite rapidement pour s'aligner et représenter la stratégie de la boîte. Ça, c'est le COMEX qui va pitcher ça. Ensuite, on se retrouve très vite en équipe métier, dans des petits ateliers pour que chaque équipe définisse ses propres objectifs. Vient une phase, nous, on appelle ça la kermesse des OKR, où en fait, chaque équipe a son stand et va pitcher aux autres leur feuille de route qu'ils viennent de mettre sur papier. Donc là, l'idée, c'est de s'assurer que tout le monde va dans le même sens et aussi que si des besoins de coordination ou quoi doivent être anticipés, et ben que cette anticipation est toujours un peu dans nos esprits.
Donc là, on a terminé un peu notre première phase qui est la configuration de nos objectifs. On va rentrer tranquillement au bureau, retravailler a posteriori de cette session off-site pour affiner au regard de ce qu'on a vu chez les autres équipes, ou vraiment identifier les points de friction possibles. Et aussi, on va en profiter pour configurer nos key results dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, on a une dernière phase, toujours dans le but de communiquer et de s'aligner. On va tirer au sort dans chaque équipe un membre qui va présenter les OKR, donc, et qui vont aussi nous servir de feuille de route au COMEX. Il y a une petite nouveauté qu'on aimerait mettre en place là-dessus, c'est de prendre le temps, lorsqu'on se retrouve en off-site, de prendre le temps de prendre un petit peu de recul sur le trimestre qui vient de se finir pour que chaque équipe puisse présenter un petit peu la complétion de sa feuille de route sur ce trimestre-là. Et puis, si des bons chiffres sont à célébrer, c'est aussi l'occasion de le faire à ce moment-là. Ok. Et si on prend un peu de recul, pour toi, c'est quoi les avantages de cette démarche? Déjà, nous, d'un point de vue entre guillemets forme, ça nous permet de prendre du recul sur l'opérationnel quand on se met en off-site. Ça va nous permettre aussi de créer des moments d'échange entre les équipes. Donc, on va chercher à créer de la cohésion, de la synergie entre les différents pôles. Ça nous permet aussi de responsabiliser les équipes qui vont être vraiment à l'origine de leur feuille de route. Et enfin, d'un point de vue un peu plus critères mesurables et KPI, ça nous permet de formaliser aussi le succès et de se référer un petit peu, de permettre de traquer au fil du trimestre son accomplissement. Ok. Bon, ça semble un peu idyllique. Tu nous fais un peu rêver, Olivier. Est-ce que tu peux nous parler des inconvénients peut-être? Ouais, clairement, on en parlait tout à l'heure. Déjà, les OKR n'ont pas forcément une réputation d'être simple à mettre en place. Ça demande un peu de rigueur et il peut y avoir un peu de. Ça peut être compliqué de mettre en place pour la première fois. C'est une nouvelle méthode qui n'est pas forcément connue par tout le monde. Donc, il peut y avoir aussi un petit peu une réticence de certains, car tout le monde n'est pas forcément familier avec ce type d'exercice. Certains comprendront pas pourquoi c'est à eux de formaliser leur feuille de route et d'en être aussi à l'origine. Et puis enfin, il y a un dernier point aussi qui est pas à négliger. C'est une fois que les OKR sont set-up, ça nécessite un investissement un petit peu de chacun et de la responsabilisation pour pouvoir les traquer et les mettre à jour tout au long du trimestre. Ok. Et du coup, est-ce que vous avez une recette un peu miracle pour engager vos équipes, justement, que ce soit les équipes techniques, les designers, les data scientists? Comment vous faites? Vraiment, je pense qu'il y a 2 points importants. Le premier, ça va être sortir du cadre du boulot. Nous, la première fois, pour rien te cacher, la première fois où on a cherché à mettre en place des OKR, on s'est retrouvé dans une salle de réunion dans nos bureaux et c'était un peu la cohue. Les OKR qui en sont sortis n'étaient absolument pas pertinents. Et lors de notre deuxième session, on est parti se mettre au vert un week-end à la campagne. Enfin 2 jours, pas un week-end, mais 2 jours. Et ça nous a permis vraiment d'être beaucoup plus cool, plus à l'écoute. Le fait de ne pas être au bureau, ça nous permet aussi un petit peu de rendre les choses un peu plus fun. Et c'est un point qui a beaucoup pesé. Vraiment là-dessus, on s'est rendu compte que ne plus être dans le cadre du travail au quotidien nous a permis d'être vachement plus efficace et de mieux travailler. Et enfin, le deuxième point qui est important pour nous, c'est la petite kermesse dont je parlais. Là aussi, quand la boîte grossit et que les équipes sont de plus en plus volumineuses, ça nous permet d'échanger et de favoriser un petit peu l'alignement entre les différentes équipes. Ok. Est-ce que toi aussi, Emma, tu as des ingrédients secrets que tu voudrais nous partager? Déjà, je rejoins complètement Olivier sur ces 2 conseils qui sont un peu des conseils sur comment est-ce qu'on les met en place. Moi, je pourrais ajouter peut-être 2 conseils sur comment est-ce qu'on les suit, ces OKR, parce que c'est aussi un challenge. Moi, je conseille vraiment d'instaurer un rituel de suivi régulier des OKR en équipe complète.
Nous, on a choisi chez Médecins Directs de les en sprint de 2 semaines. Donc, à chaque fin de sprint, on a une cérémonie agile qui s'appelle la rétrospective, au sein de laquelle on dédie 10 minutes à la relecture des OKR. Donc, comme ça, on perd pas le fil. Au fur et à mesure du trimestre, de façon régulière et sanctuarisée, on revoit les objectifs et on voit où on en est par rapport aux objectifs qu'on s'était donnés au début du trimestre. Donc ça marche bien. Et de façon complémentaire, ce qui est important aussi, c'est de ne pas… souvent, c'est le produit qui est le seul lead des OKR parce que ça fait plus ou moins partie des choses qu'il fait habituellement, plus qu'un développeur, par exemple. Mais il ne faut pas se tromper, les OKR, c'est bien des objectifs d'équipe entière, de squad entière. C'est une responsabilité qui est collective. Du coup, pour vraiment le matérialiser, on a dit, OK, on le regarde en rétro, mais c'est pas toujours le produit qui met à jour le document, c'est un rôle tournant. Donc, une fois, c'est un développeur, une fois, c'est un QA, une fois, c'est un designer. Il peut se trouver que ce soit parfois un product manager. Mais comme on tourne, ça permet vraiment de responsabiliser tout le monde dans la complétion de ses propres objectifs. Ok, ça doit renforcer aussi l'esprit d'équipe entre vous, j'imagine. Complètement. Est-ce que vous avez pu, peut-être avec un peu de recul, c'est quoi pour vous les plus grands succès que vous avez réussi à atteindre grâce justement à ce changement d'organisation? Je vais me lancer. Il y en a. Je trouve qu'on a réussi à embarquer un petit peu tout le monde dans ce process de co-conception et on a réussi à diffuser un peu de culture de culture tech dans la boîte qu'on n'avait pas auparavant, notamment auprès de nos stakeholders. Le meilleur exemple, c'est nous on fait du médical, donc on travaille avec des médecins et notre directeur médical aujourd'hui, il est vraiment moteur dans nos co-conceptions. Il participe ne serait-ce qu'au découpage. La notion de MVP, elle est complètement comprise chez lui. Il comprend aussi la logique d'itération, pourquoi on essaie de découper au maximum pour pouvoir mieux répondre dans un lot 2. Et ça, c'est vraiment cool d'un point de vue stakeholder. Et plus concrètement aussi, dans notre relation avec nos stakeholders, c'est mine de rien, les gens comprennent le métier qu'on fait aujourd'hui. Il y a quelques mois, on mettait un développeur avec un médecin dans la même salle, ils se regardaient un petit peu dans le blanc des yeux. Maintenant, ils savent ce que chacun peut apporter à l'autre. L'idée, c'est pas c'est pas de faire de notre médecin chef un développeur, au contraire. Mais chacun connaît la compétence et ce que peut apporter l'autre. Et ça, c'est super plaisant à voir et c'est plutôt quelque chose dont on est content et fier. Oui, j'imagine. Et pour toi, Emma, est-ce que tu as noté des grands succès aussi de ton côté? Je dirais déjà, la roadmap, on la regarde tous les jours. Et ça, pour moi, ça veut dire qu'on a construit un outil qui est vraiment utile et fonctionnel et qui sert à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment une belle réussite, je trouve. Et sinon, moi, il y a autre chose qui m'a marqué, c'est la réaction de tout le monde au moment de la crise du Covid. Clairement, cette crise sanitaire a énormément touché Médecins Directs. Grosso modo, du jour au lendemain, notre activité, elle a fait x4 en termes de nombre de téléconsultations et nombre d'inscriptions. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Ça nous a obligés à nous réorganiser. On a mis en place un service patient 24/7. On a organisé des astreintes. On a recruté des médecins aussi. Donc ça, mais côté squad, on a eu la même agilité et le même soutien. Donc en fait, tout de suite, les squads et les médecins se sont réunis. On s'est dit, OK, est-ce qu'il ne faut pas reprioriser la roadmap? Et notamment, on a mis en place ce qu'on a appelé une task force médicale. Donc en fait, c'est de se dire, voilà, OK, on recrute des médecins, donc ça va aider, mais on ne peut pas les recruter non plus en un clin d'œil. Et si on a 4 fois plus de téléconsultations à gérer, il faut qu'on donne à nos médecins de meilleurs outils pour gérer cette suractivité.
Donc, en fait, vraiment, l'idée, c'était de se dire, OK, on invente et on priorise ensemble des quick wins pour aider les médecins très rapidement. Donc, voilà, tout le monde a été hyper agile et cette collaboration hyper forte médecin-squad, c'est une belle réussite. Ça veut dire qu'on a atteint l'objectif de la réorganisation. C'est vrai que ça a dû être un sacré challenge. Bravo à vous. Bon, j'imagine que des challenges, vous en avez d'autres qui sont prévus pour les prochaines semaines, les prochains mois. Est-ce que vous pouvez nous en parler si c'est pas indiscret? Non, bien sûr. Moi, de mon côté, il y a une chose que j'aimerais vraiment sur laquelle j'aimerais vraiment qu'on continue à progresser, c'est la diffusion de la roadmap. Parce que aujourd'hui, côté équipe plateforme et stakeholders proches, on est aligné, les gens la connaissent, savent l'utiliser. Mais maintenant, notre second challenge, c'est de la diffuser encore plus largement et de façon encore plus pédagogique. L'enjeu, il est vraiment double. C'est à la fois que n'importe quel salarié de médecin direct, quelqu'un qui travaille au support utilisateur, sache de façon très claire quels sont les 3-4 features de chaque trimestre. Donc ça, c'est le premier. Mais également, il faut que à un niveau plus stratégique, cette vision soit aussi claire. Donc voilà, voilà, la pédagogie, c'est la répétition et on partage jamais trop la roadmap. Donc je pense qu'on peut encore accentuer ça. Ok. Tu vois d'autres choses, toi, Olivier? Oui, je vois d'un point de vue process de la construction de la roadmap, je pense que on peut, dans un premier temps, je pense qu'on peut mieux impliquer, ou du moins impliquer plus tôt nos devs dans la construction de cette roadmap. Comme le disait Emma, la roadmap, elle a été essentiellement un peu poussée et construite par le produit ces derniers mois. Ok, on a réussi à la diffuser, elle est challengée avec les stakeholders, elle est construite aussi avec eux, mais pour l'instant, elle est vraiment très portée par le produit. Et nos devs arrivent tard en fait dans le process de cette construction. Alors moi j'ai une petite idée sur comment on pourrait les impliquer le plus tôt possible. Je vais rebasculer sur notre super indice, le RISE Score. L'idée c'est la notion de confidence et la notion d'effort. Donc sur ok, à quel point je nous sens capable techniquement de répondre à la problématique et en gros combien d'un point de vue très macro, combien ça me coûtera en termes de complexité. C'est de les faire intervenir nos devs à ce moment-là. C'est eux qui ont les compétences pour répondre au mieux à cette question, c'est pas nous. Et du coup, ça nous donnerait des indices plus quali et forcément, ça nous fera progresser là-dessus. Et je pense qu'il y a un deuxième point qui vient justement un peu en parallèle de ce que je viens de dire, c'est que le RISE, c'est super cool. Ça permet d'objectiver au maximum un item dans une roadmap. Néanmoins, il peut y avoir des éléments qui sont extérieurs. Nous, on travaille dans le médical, donc d'un point de vue légal, d'un point de vue ne serait-ce que des autorités ou quoi que ce soit, peuvent être à l'origine de prises de décision un petit peu soudaines et que nous, on doit forcément appliquer pour être compliant. Du coup, je pense qu'on va pouvoir mettre en place en fait un système de priorité 1 et priorité 2. C'est-à-dire que bien que j'ai des items qui sont raissés dans ma roadmap, je vais pouvoir ajouter en fait un nouvel outil de priorisation. Donc, ça serait un petit peu notre troisième outil qui va pouvoir différencier, flaguer les items les plus importants, ceux que je dois absolument livrer et ceux qui peuvent venir dans un temps 2. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir continuer à objectiver la roadmap sans pouvoir fausser le scoring que l'on peut avoir quand on établit un RISE, parce que ça nous est arrivé, nous, à se retrouver en disant « Ah, mais cet item dans la roadmap, il n'est pas assez… comment ça se fait qu'il soit si bas d'un point de vue priorisation, parce qu'il est tellement important pour nous qu'on est obligé de le faire. » Ça me parle beaucoup. Bon, on arrive au bout des 30-40 minutes de discussion déjà. Ça passe très très vite. Avant de passer aux questions, pour rappel, n'hésitez pas si vous voulez voter aux questions dans l'onglet questions. On y répondra juste après. Mais
pour conclure, et on aime beaucoup ça côté LPCX, est-ce que vous pouvez donner 3 tips, par exemple, aux participants pour que eux aussi réussissent à surmonter leur challenge? Yes. De mon côté, je commence. Je dirais que faut toujours, quand on fait une roadmap, faut toujours se demander pourquoi on fait quelque chose. Pourquoi cette fonctionnalité figure à la roadmap, quels bénéfices utilisateurs on vise, quel KPI on cherche à actionner. Vraiment, pour moi, c'est la base de la construction d'une roadmap qui est pertinente. Donc voilà, pas d'item qui ne soit pas remis en question. Mon deuxième conseil serait vraiment d'y consacrer du temps. Je pense vous l'avez dû le comprendre au travers de ce qu'on vous a raconté avec Olivier. Les chantiers de la roadmap et des OKR, ça prend du temps, mais pour autant, ça vaut vraiment le coup. Et mon dernier tips, mais je pense que vous l'aurez compris, c'est de partager au maximum la roadmap. Parce que vraiment, l'alignement, c'est la clé du succès. Il faut avoir une roadmap, mais il faut qu'elle soit partagée et comprise de tous. Du coup, pareil, je vais avoir trois conseils. Le premier, c'est ultra simple, c'est construire une roadmap à partir d'idées ou de problématiques que l'on veut résoudre et pas chercher à avoir une liste de features déjà très, très avancée dans l'aspect. Enfin, vraiment plus prendre des sujets plutôt des sujets liés à une idée directrice ou une problématique plutôt que lister des features dans un Excel. Le deuxième conseil, ça va être de saucissonner. En gros, mon conseil, c'est de découper les sujets vraiment plutôt que d'utiliser des grandes briques. Donc, en gros, on prend le sujet, en soi le saucisson, et on va chercher à le découper en plus de petites tranches possibles. Pourquoi faire ça? Je pense que c'est hyper important de pouvoir itérer et s'adapter à l'accueil de la feature lors des premières livraisons ou pouvoir réadapter notre niveau de réponse à la problématique que l'on souhaite tacler si on voit qu'au niveau tracking, on n'est pas bon. Et enfin, le troisième, ça va aussi faire écho à ce que Emma disait, c'est vraiment la flexibilité. Je pense qu'il ne faut pas avoir une roadmap comme quelque chose de gravé dans le marbre ou quoi que ce soit et avoir le luxe de garder de la flexibilité. Déjà, on ne peut pas tout prévoir là-dessus. Donc, il peut y avoir des sujets qui viennent en cours de trimestre qui sont qu'on est obligé de prendre un peu à bras le corps. Et puis, deuxièmement, nos estimations de RISE score, c'est pas une valeur absolue, quoi. Concrètement, on peut se louper sur la notion d'effort, on peut se louper sur la notion de confidence. Enfin, c'est pas des valeurs arrêtées et à prendre vraiment à 100% au compte. Et puis être flexible, ça nous permet aussi, et là je vais faire écho à l'exemple dont parlait Emma sur les traductions, qui était une opportunité business pour nous. Ça nous permet d'avoir justement un petit peu de cap pour bondir sur une opportunité business, tout simplement. Ok, super. Je pense que tu nous as tous donné faim, Olivier. Merci. Je vous laisse avec Samy, merci encore. Et c'est parti pour les questions. Oui, bravo Emma et Olivier, parce qu'il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de réactions. Sur le chat, pas mal de gens ont échangé au niveau du RISE, sujet de RISE, de la priorisation. On va donc parcourir ensemble les questions les plus votées. La première, donc posée par Bruno, c'est comment gérez-vous la priorisation entre dette technique, nouvelles features et opportunités justement dans le cadre de votre roadmap? Est-ce que vous allouez, j'imagine, un peu de bande passante pour chacune, ou est-ce qu'en fait vous prenez ces mêmes items au même niveau et au même niveau de priorisation? Concrètement, nous aujourd'hui on le fait au même niveau. On a dans notre backlog, on a de la dette technique, on a aussi le meilleur exemple, tu vois, c'est qu'on a récemment on a passé toutes nos plateformes en React en termes de bibliothèque front. Et on a dû s'adapter, on a dû adapter notre roadmap. On l'a aussi un peu considéré comme une opportunité tech d'avoir une bibliothèque sexy qui nous permet aussi de recruter des devs sur le marché, etc. Donc vraiment, on le met au même niveau. Ok, très clair. L'idée, c'est... Pardon, juste, je voudrais rajouter, l'idée, c'est de ne pas avoir deux roadmaps parallèles, pas la roadmap des features et la roadmap de la dette technique. On a une roadmap et c'est à nous
de faire le trade-off et de choisir ce qui est Oui, j'imagine que prioritaire. des fois, corriger ou améliorer de la dette technique devient une opportunité, et comme tu l'as très bien dit, Olivier, et qu'en même temps, lorsque vous l'avez très bien expliqué aussi pendant la conférence, et quand il y a des opportunités comme traduire le site en portugais ou dans d'autres langues, vous n'hésitez pas à sauter dessus en utilisant la plateforme actuelle. Complètement. J'espère que Bruno, on a bien répondu à ta question. Il y a eu énormément de votes, il y a eu 18 personnes qui ont voté sur cette question. La deuxième question avec 9 votes donc posée par Louis, là, c'est davantage sur votre contexte qui est à la fois B2B et B2C. Et globalement, comment vous arrivez à utiliser Rice et à faire cohabiter ces deux targets finalement dans la façon que vous avez de prioriser avec l'outil Rice justement, donc à la fois le B2B et le B2C. En fait, ça se matérialise beaucoup dans le R dans le reach du Rice, le R du Rice en fait, parce qu'on a une double cible. On a nos mutuels partenaires qui sont une partie prenante importante, et on a nos utilisateurs finaux. Donc forcément, ça se cumule si la ligne de la roadmap elle touche les deux. Et ça ne fait qu'augmenter le Rice score de cet système-là. Puis, en vrai, c'est pas si complexe de faire cohabiter les deux, parce qu'en fait, ce que souhaitent les mutuelles, c'est ce que souhaitent les utilisateurs finaux. Enfin, c'est un cercle vertueux et tout le monde en bénéficie. Donc, l'idée, c'est quand même de faire converger les intérêts à la fois de nos mutuelles partenaires et de leurs bénéficiaires. Je suis complètement aligné avec ce que dit Emma, et je pense que quand tu es dans une logique où ton buyer n'est pas ton user, il faut mettre un petit peu au même niveau. Nous, on fait pas vraiment de différence là-dessus dans notre roadmap. Si tu veux, il n'y a pas une colonne qui dit quel est l'owner entre guillemets de l'item d'un point de vue stakeholder ou partie prenante de la boîte. Très clair. La troisième question qui nous est posée aujourd'hui, je pense qu'elle fait référence à ce que tu as cité à un moment donné, Olivier. Elle vient d'Adrien, qui vous demande comment vous décidez ce qui va finalement dans le no, le next ou le later. Donc, au-dessus de la priorisation. Alors non, c'est peut-être toi, Emma, j'ai un doute. C'est Olivier, d'accord. Non, c'est Olivier. Et justement, comment vous décidez ce qui est dans le no, le next ou le later il y a je pense qu'il y a deux points qui peuvent aider à répondre. Le premier, ça va être, comme le disait Emma, il y a toujours un besoin d'alignement avec la vision stratégique du COMEX. Ça reste... C'est eux qui définissent un petit peu le cadre pour qu'on s'approprie la feuille de route par la suite. Et le deuxième point, ça va être au niveau des OKR, où on va chercher étant donné que les OKR sont aussi sont aussi des outils chez nous qui marchent au trimestre, étant donné qu'on a des OKR stratégiques, l'objectif d'une squad est de répondre aux OKR stratégiques de la boîte aussi. Donc, je dirais qu'il y a deux réponses. Il y a alignement avec le COMEX et dans un premier temps, qui va définir le cadre, et enfin s'approprier les objectifs stratégiques de la boîte en fonction de ton équipe. Très clair. Désolé parce que les votes ont changé. Il y avait une question de Laetitia qui est un peu remontée. Une deuxième question de Laetitia. Comment vos stakeholders participent-ils aujourd'hui à la création de nouvelles features? Donc, nouveaux designs, nouvelles features. Comment vous arrivez finalement à les inclure dans toute la phase de conception en amont du delivery sur les features? C'est une question super intéressante et on fait plein de choses différentes, mais notre philosophie, c'est de les faire collaborer au maximum et le plus en amont possible. Donc, dès le cadrage du sujet, on les met dans la boucle. On priorise avec eux les pain points principaux, quel objectif on vise, quels sont nos critères de succès, quelles seront nos top 3 fonctionnalités quand on aborde un problème. Donc, en fait, voilà, il valide avec nous le cadrage d'un point qu'on va prendre dans la roadmap. Et après, donc ça, c'est presque un peu dans la réflexion amont, mais même dans la construction, ils sont complètement impliqués. Donc, on va, par exemple, quand on fait des exercices de story mapping, ils sont en général présents avec nous. Donc, on a les développeurs, le PM et les médecins dans une même pièce et on découpe ensemble pour s'assurer qu'on répond bien aux besoins. Quand on choisit quel est le périmètre de notre MVP,
qu'est-ce qui rentrera dans le next, qu'est-ce qui rentrera dans le later, ils sont aussi associés. Et on va même jusqu'à parfois faire des ateliers de sketching avec eux. Quand on est dans la phase vraiment de création de wireframe et d'interface, étant donné que les médecins, le site web, c'est leur outil de travail, pour nous, on est aussi hyper preneurs de comment est-ce qu'ils voient les interfaces. Donc voilà, on les fait collaborer au maximum et ils viennent en séance de co-conception. Vraiment, je pense qu'Emma a mis l'accent sur un point qui est hyper important et c'est aussi notre job en tant que PM, c'est s'assurer que le besoin est réel, qu'il est bien, il est scopable, etc. et qu'on répond à une problématique j'ai envie de dire utile. Parce que les stakeholders peuvent très bien arriver avec plein d'idées, mais ils ne seront jamais expliquer leurs problèmes et c'est vraiment là où en fait ne serait-ce que creuser avec eux une vraie problématique, la cadrer, etc. Déjà, c'est s'assurer de les mettre dans la boucle dès le début. Très clair. On a deux questions aujourd'hui qui finalement se recoupent un petit peu, qui concernent en fait la phase d'avant-conception, ce qui est plutôt de l'ordre du discovery et de la recherche utilisateur. On a Farah qui nous demande, avez-vous mis en place de la recherche utilisateur pour recueillir les besoins et à faire figurer dans la roadmap? Et si oui, quelle particularité dans un contexte B2B2C? Et Frédéric qui nous demande si effectivement vous faites du discovery sur l'ensemble de ces collectes. Je vous les pose un peu en même temps parce que finalement ça pose la question de toute la phase de discovery qu'on n'a pas forcément le temps aujourd'hui d'échanger, sur lequel on a peu échangé aujourd'hui lors de cette entretien. Donc oui, vous faites du. Oui. Alors, pardon, excuse-moi. Oui, on fait de la discovery. On a avec nous une UX researcher qui est là pour à la fois faire du discovery et aussi le meilleur exemple, c'est la façon dont elle teste les différentes solutions en wireframe. Elle a un panel de patients lorsqu'il s'agit de patients ou un panel de médecins en plus de notre équipe qui est au siège. Donc oui, nous, il est clairement au cœur du discovery, non seulement, mais aussi du delivery. Et en fait, je dirais que si je peux compléter, il y a un peu deux phases dans le discovery. Il y a des études que Colline, en l'occurrence, fait un petit peu en amont pour se dire, voilà, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui est améliorable. Et là, du coup, de cette phase-là, il peut s'avérer qu'on ait de nouvelles lignes à la roadmap parce qu'elle aura découvert une opportunité, un besoin. Donc ça, c'est ce qui est en amont. Et dans la construction de la feature, effectivement, là, il y a une vraie phase de test de nos wireframes et ce qui nous permet pendant la phase de construction, de voir si ce qu'on fait est bien compris et répond bien aux besoins du patient. Généralement, quand notre UX Researcher nous remonte des problématiques qu'elle a eues en entretien ou quoi, on essaie de le recouper avec de la data, ce qui nous permet aussi un petit peu de crédibiliser et de voir, déjà, vous voyez, la notion de volume, etc., dont on parlait dans le RICE, ça permet déjà de set up un petit peu aussi les choses de façon un peu pérenne, quoi. Écoutez, c'est très clair. Il reste encore pas mal de questions. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est d'éventuellement vous proposer d'y répondre dans un mail qu'on enverra à l'ensemble des intervenants. Aujourd'hui, je pense que vous avez eu déjà l'occasion de bien balayer le sujet de la construction de la roadmap chez vous. Donc, je vous remercie pour la qualité de ce meet-up et je vous souhaite bien évidemment de vous revoir bientôt sur la PSX Paris et pour un meet-up que j'espère qu'on pourra faire en physique dès la fin de ce confinement, on l'espère tous. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Sachez qu'effectivement, on vous renverra un lien vers la vidéo de ce webinaire, les liens qui ont été vers tous les webinaires TIGA et LPCX depuis le début de ce confinement. Et également, on mettra dans l'email de remerciement les liens vers les sources qui ont été citées pendant ce meet-up. Merci à tous. Amandine, si tu étais encore là, pour couper je ne pense pas avoir la main pour couper le webinaire. C'est de ton côté.